Bonjour et bienvenue dans Point de vue, l'émission quotidienne de décryptage de l'actualité et d'échange d'opinions sur cette même actualité tous les jours sur Figaro Live. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui avec mes 4 invités d'élite? Tout d'abord, nous reviendrons sur le premier conseil national des Républicains sous la présidence de Laurent Wauquiez qui s'est tenu samedi à Paris dans une atmosphère moyennement détendue. À écouter le discours de la présidente de la région Île-de-France et fondatrice du mouvement Libre à l'intérieur des Républicains, Valérie Pécresse, on a bien senti qu'elle comptait bien marquer à la culotte Laurent Wauquiez, d'où notre question du jour. A-t-elle raison de défier le patron des Républicains? Nous évoquerons ensuite le résultat des élections législatives partielles qui se sont tenues ce dimanche à Belfort et dans le Val d'Oise et qui ont vu le Parti socialiste s'effondrer encore un peu plus avec respectivement 2,6 et 6,8% des voix, au point de se demander si le PS est définitivement mort et éventuellement qui l'a tué. Troisième sujet, l'expérience inédite lancée à Nice, où 2 ou 3 écoles maternelles accueilleront à la rentrée 2018 un policier entre leurs murs. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a accordé sa bénédiction laïque à l'initiative, mais un certain nombre de voix ne trouvent pas l'idée très judicieuse. Alors, fausse bonne idée, mes invités répondront, comme ils répondront, j'espère, à cette question qui se pose au lendemain de l'affaire qui a agité les réseaux sociaux, le landerneau intellectuel et une partie de la classe politique ce week-end. Fallait-il commémorer Maurras? Et au-delà, à quoi servent, au fond, les commémorations nationales? Tous ces sujets, vous pouvez vous-même vous en mêler, donner votre point de vue sur hashtag Figaro Live et hashtag Point de vue, mais vous pouvez sûrement aussi écouter nos invités en parler. Nos invités, qui sont-ils? D'abord, l'incomparable Lucille Schmitt, coprésidente de la Fondation Verte Européenne, ancienne élue PS. Vous avez rejoint Europe Écologie Les Verts, vous avez publié récemment La France résiste-t-elle à l'écologie aux éditions Le Bordelot, et surtout vous êtes la grande coordinatrice du dossier de la revue Esprit de cet hiver consacré au monde de l'écologie. Avec nous aussi l'indispensable Philippe Meyer, qui a participé aussi. Alors moi, non. Vous avez participé aussi à l'aventure Esprit il y a quelques années, quelques décennies. J'ai appris à écrire Esprit. Mais vous avez aussi participé à celle du Point, à celle de l'Express, et puis vous avez animé pendant 20 ans cette émission dont nous sommes bien orphelins aujourd'hui, l'Esprit public, sur France Culture, mais l'Esprit public revit sous le nom du Nouvel Esprit public tous les dimanches sur votre blog. www.lenouvelespritpublic.fr. Exactement, et là, disponible vous vous abonnez, en podcast. Et pour 5 € par mois, vous nous avez tout entier. Une misère. Et vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres, dont le dernier, Les gens de mon pays, chez Robert Laffont. Le précieux Pascal Perrineau, PPP, vous avez remarqué, est aussi parmi nous, politologue, professeur des universités à Sciences Po, spécialiste du vote électoral. Vous avez récemment publié cette France de gauche qui vote FN aux éditions du Seuil, et vous avez supervisé cette étude du vote disruptif lors des élections présidentielles et législatives de 2017, éditée aux presses de Sciences Po. Et enfin, je salue la présence de l'indépassable Karl Meus, rédacteur en chef des pages politiques du Figaro Magazine. Peur, mais c'est très bien. Vous avez d'ailleurs signé ce week-end le sujet de couverture. Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont-ils de droite, qui nous a valu beaucoup de commentaires. Votre dernier livre était consacré à un homme du XXe siècle égaré au XXIe, François Hollande, le président du temps perdu aux éditions Stock. Alors on commence avec ce Conseil national des Républicains qui s'est tenu samedi à Paris et au cours duquel on a pu constater que la droite unie, ce n'est pas tout à fait ça. La preuve en images avec l'intervention de Valérie Pécresse, très agitée, présidente de la région Île-de-France et fondatrice donc du mouvement Libre, suivie par celle un petit peu ambiguë de Laurent Wauquiez. Je suis venue vous dire que je suis là. Aujourd'hui, il y a 2 droites. Et nous ne regagnerons que si ces droites savent s'écouter, se parler et se comprendre. Il y a une droite qui est un peu plus conservatrice et une droite qui est un peu plus progressiste. Il y a une droite qui est un peu plus protectionniste et une droite qui est un peu plus ouverte. Une droite qui est plus eurosceptique et une droite qui est plus européenne. Une droite qui, à l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, a appelé à voter Macron et une qui ne l'a pas fait. Je crois et j'en suis profondément convaincu, comme Valérie l'a exprimé avec ces mots, qu'il y a une droite. Qu'elle peut être diverse, mais qu'il y a une droite. Une seule famille politique. Je ne laisserai aucune chapelle ni aucune écurie affaiblir à nouveau notre famille politique. Alors Pascal Perrineau, vous qui avez l'habitude des psychodrames dans les familles politiques, est-ce que vous pensez, comme le fait Guillaume Tabar aujourd'hui dans le Figaro, que c'est le début, le coup d'envoi de la guerre Wauquiez-Pécresse? Oui, c'est certainement, étant donné que la présidente de la région Île-de-France a choisi de rester dans l'appareil, elle n'a pas choisi de rester dans l'appareil pour regarder passer les trains.
Elle a choisi certainement de commencer à faire vivre la diversité des droites au sein des Républicains. Mais attendez, la droite, les droites, alors d'abord, quittons le monde de la politique. On sait depuis des décennies qu'il n'y a pas une droite en France, comme il n'y a pas une gauche. La gauche se décline au pluriel, la droite se décline au pluriel. Il y a bien différentes traditions de droite. Et l'ambition de l'ancêtre des Républicains, à savoir l'UMP, c'était de faire vivre les droites et le centre, et les centres d'ailleurs on pourrait dire aussi, dans une seule formation. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui on en est extrêmement loin. Et que, au fond, la victoire de Wauquiez marque la transformation de l'esprit même des Républicains en un parti qui cherche à se rassembler autour d'un noyau dur. On a vu que ce noyau dur s'est exprimé dans ce Conseil national. Alors pourquoi cette conception restrictive chez les Républicains? C'est parce que Laurent Wauquiez a choisi, il estime que la fenêtre d'opportunité est là, il a choisi de s'attaquer à la reconquête ou à la conquête d'ailleurs, des électeurs du Front National, et ça ne sera pas une mince affaire. Il y a une question d'ailleurs des internautes. Pourquoi ne pas avoir défié Laurent Wauquiez lors de l'élection à la présidence LR, demande Jean, à propos de Valérie Pécresse, Karl Meus? C'est un peu ça l'enjeu. C'est une excellente question. Ben oui, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'elle en a fait des tonnes au Conseil national. Parce que là, on pose le débat, Valérie Pécresse opposée à Laurent Wauquiez. Un débat qui n'était pas évident il y a 3 mois, puisque, comme le rappelle votre internaute, elle ne s'est pas présentée, c'est Maëlle de Calan et Florence Portelli. Donc là, elle en a fait des tonnes. Elle savait très bien que, faisant ça, elle allait se faire siffler. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle devait arriver le matin, elle est arrivée l'après-midi, en plein discours de Jean Leonetti, comme ça, et a eu à la fois sa claque pour l'applaudir, et puis sur la tribune faire un peu de provocation. Mais de ce fait, elle se pose en première opposante de Laurent Wauquiez. Mais ce qui est amusant, pour rebondir sur ce qu'a dit Pascal Perrineau, c'est qu'au fond, tous les deux se trompent. Quand elle dit il y a 2 droites, il y en a une... non, la droite qu'elle incarne, elle est déjà partie des Républicains. C'est Édouard Philippe, quand il dit à Matignon « je suis un homme de droite ». C'est cette droite-là. C'est Dominique Bussereau, Alain Juppé, qui n'ont pas renouvelé leur cotisation et qui assument d'être en dehors. Et évidemment... Laurent Wauquiez, lui aussi, quand il dit « il n'y a qu'une droite », non, on le sait bien, depuis René Raymond, il y a au moins 3 droites, mais évidemment, lui, son intérêt, c'est d'essayer de faire croire qu'il est cette droite-là et qu'il rassemble tout dans son parti. Philippe Meillat, vous pensez qu'elle a raison, Valérie Pécresse, quand même, de rester à l'intérieur et de tenter d'influer sur la ligne de Laurent Wauquiez? Non. Je ne pense pas qu'elle a raison. Je rappelle que, pour enchaîner avec ce que disait Pascal, que quand l'UMP a été créée, c'était la gauche qui était là son adversaire. Aujourd'hui, c'est le Front National. Alors on voit bien ce que fait Wauquiez. Pascal l'a dit, il fait ce qu'il faut pour essayer d'assécher le Front National. Et pour ce qui est de faire ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut. Mais on voit bien aussi, ou du moins on peut penser aussi, que le moment venu, il fera vers quelque chose de plus central, sinon de plus centriste, un revirement qui lui permettra, après avoir contribué à l'assèchement du Front National, auquel le Front National semble lui-même devoir contribuer pas mal, parce que les scores qu'ils ont faits aux 2 élections partielles sont fort mauvais. Les Patriotes, ça a vraiment... une bulle qui a éclaté tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Valérie Pécresse, là? Est-ce qu'elle envoie un message à Macron en disant « Vous savez, moi aussi, je suis de droite. Je pourrais embellir et contribuer à la féminisation, déjà avancée, il faut bien le reconnaître, de votre gouvernement ». Ou alors, quoi? Ou alors, quelque chose qui n'est pas cohérent, parce que, comme Karl le disait, ou bien il fallait se présenter et vraiment défendre une ligne. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de lignes qu'on défend. Enfin, si on entend par la ligne des éléments constitutifs d'un programme, montrer ses muscles, on le fait, ou à l'inverse, montrer son ouverture d'esprit. Il y a un moment quand même où il me semble que ce que Valérie Pécresse a fait est davantage destiné aux réseaux sociaux et au petit monde, en effet, au Landerneau dont vous avez parlé tout à l'heure, pour dire, vous savez, je suis une bonne fille, moi je suis de droite, mais enfin quand même. Mais ça fait quoi ? À mon avis, ça fait une bulle qui intéresse tout le monde parce que c'est amusant de voir des bagarres à l'intérieur de la maison, mais franchement, je crois que ça ne porte rien. Lucille Schmitt, vous regardez ça d'un œil un peu amusé, consterné, dubitatif, cette guerre qui commence? Très intéressé. Et je pense que dans l'idée d'une droite ou de droite, il y a la question du leadership, c'est-à-dire qu'effectivement, elle ne s'est pas présentée à l'élection, elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner, et maintenant elle dit au fond, l'élection, tu l'as gagnée, mais tu l'as gagnée avec un
un socle électoral très faible. Et quand elle dit de droite, elle dit « moi je suis leader d'une droite ». Donc c'est une bataille de leadership, ça me semble assez clair. Et ce n'est pas comme René Raymond, c'est-à-dire qu'on est dans un espace politique et on voit qu'elle vient défier le chef sur ses terres, entre guillemets. Alors la deuxième chose, c'est... Mais avec deux architectures intellectuelles qui sont quand même assez je ne sais pas quelle est l'architecture intellectuelle. Une Europe, ceux qui sont ouverts, ceux qui sont fermés, l'architecture intellectuelle me semble être extrêmement squelettique. Et parce qu'il y a une droite plus eurosceptique et une droite plus ouverte, une droite, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle est, il y en a une qui est plus ouverte vers la société, une autre qui est plus idéologique. Moi, je pense que tout ça, en tout cas, mériterait un peu plus de contenu. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'elle prévoyait de faire avec son mouvement libre. Alors, je rappelle que Nicolas Sarkozy avait écrit un livre libre, mais là, elle a mis un S, donc l'idée, c'est bien qu'elle veut réunir tous les libres de France. Il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs livres. Elle veut travailler sur la politique familiale, ce qui est quand même pas quelque chose de particulièrement intéressant au niveau européen. Donc il y a quelque chose de l'ordre de « je m'oppose à Laurent Wauquiez et je fais feu de tout bois pour m'y opposer », sachant que Laurent Wauquiez, on le sait, est aussi plastique. Il avait commencé quand même du côté de la justice sociale. Il a répété d'ailleurs qu'il voulait faire des choses pour le social. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'absence de contenu qui, moi, à mon avis, fait que s'ils veulent devenir leader de quelque chose, il faut qu'ils structurent le projet. Et par rapport à ce qu'on vient de dire sur Édouard Philippe, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en politique, il ne faut jamais rater son moment. Je pense que là, elle a créé son moment. Si elle partait des Républicains, aujourd'hui, elle rejoindrait la cohorte de ceux qui sont en suspension, qui ont quitté, etc. Elle ne pourrait pas se faire remarquer. Donc moi, contrairement peut-être à ce que certains pensent, je pense qu'elle a raison de rester à l'intérieur si elle structure un projet. Mais ce que décrit Philippe Meyer, Pascal Perrineau, c'est pas ce qu'a fait un peu Nicolas Sarkozy il y a 10 ans, de partir sur un socle assez à droite et ensuite, effectivement, de s'ouvrir comme manifestement Laurent Wauquiez en aurait l'intention? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il avait pris d'assaut contre Jacques Chirac, le parti que Jacques Chirac avait fondé lui-même, l'UMP. Il y a un côté un peu iconoclaste chez l'actuel président des LR qu'on peut comparer à celui que pouvait avoir Nicolas Sarkozy. Mais le problème, c'est qu'on a changé totalement d'époque. Encore au début des années 2000, si vous voulez, les partis, les machines politiques, ça a du sens. C'est là tout de même où encore ça se passe. Je crains qu'aujourd'hui, la politique se passe de moins en moins dans ce type de lieu et que ces partis, ces appareils soient de plus en plus des coquilles vides. D'ailleurs, revenons simplement il y a quelques semaines à l'élection de Laurent Wauquiez. C'est quelques dizaines de milliers d'adhérents qui ont voté, un peu plus que prévu, mais nettement moins que ceux qui avaient voté pour Nicolas Sarkozy. Donc ce sont de plus en plus des coquilles vides. La politique, la structuration de la vie publique s'est déplacée. Et je crains que là, on ne voit plus, et que les Français ne voient plus, même lorsqu'ils sont de droite, même lorsqu'ils sont proches des LR, que des tristes bagarres d'appareils. Alors, Carl Meus, à la question qu'on a posée aux internautes et plutôt sur Twitter sur si Valérie Pécresse avait raison, effectivement, de défier Laurent Wauquiez, 62%, je crois, répondent oui, elle a raison. Ce qui veut dire que nos internautes aiment bien soit la bagarre, soit qu'il y ait une contradiction. Parce qu'au fond, ce qu'elle a fait, ça lui a permis de se poser en opposante sans avoir à compter ses divisions. Et puisque pour le coup, Laurent Wauquiez serait tenté de pouvoir lui dire, au fond, tu pèses combien dans le parti? On ne le sait pas, mais on sait que déjà, c'est lui ayant fait plus de 75%, elle fait moins de 25%. Mais pour rebondir sur ce que vous avez dit, Lucille Schmitt, ce qui est amusant, c'est qu'ils sont tous les deux à front renversé. Parce que, comme vous l'avez rappelé, Laurent Wauquiez, c'est l'héritier de Jacques Barrot, dans la circonscription, en tout cas, l'attaché parlementaire de Jacques Barrot. Après, il s'en est bien éloigné. Valérie Pécresse, c'est la bonne gaulliste du RPR qui a travaillé avec Jacques Chirac et qui maintenant revendique d'être... ils ont tous les deux croisé leur chemin. C'est ça qui est vraiment formidable. Philippe Meyer, vous croyez qu'il y a quand même une cohabitation, une réconciliation possible? Ou là, les éléments qu'on a entendus ce week-end laissent penser que ça va ne faire que s'élargir, ce fossé qui les sépare manifestement? Je pense que ça va durer un petit moment. Je ne voudrais pas me montrer critique à l'égard des internautes, mais leur réaction me fait penser, quand on était à l'école, quand il y avait une bagarre dans la cour de récré, on se mettait autour et on faisait du sang, du sang, du sang. Et là, effectivement, on a très envie, beaucoup de gens, forcément je n'en suis pas, ont très envie que cette bagarre continue. Ça meuble. Bon, donc ça va effectivement. Qu'est-ce que... J'ai dit tout à l'heure, elle fait quelque chose qui est plus destiné aux réseaux sociaux qu'à la société et même à son corps électoral. Mais en même temps,
ça lui assure une présence médiatique qui fait qu'elle a tout intérêt à ce que cette bagarre continue. Sinon, elle n'existerait pas, selon vous? Bon, elle existerait mollement, parce que... Elle a aussi, le truc, c'est qu'elle est présidente de la région Île-de-France, et donc elle a une stature nationale, j'allais dire, en termes de responsabilité. Et son projet, elle peut le porter aussi à la région Île-de-France. Elle peut ferrailler avec le gouvernement, avec des responsabilités et du contenu et du budget. Donc moi, je trouve que c'est un point très important. Serait intéressant. C'est ce qui serait intéressant, parce que l'Île-de-France a des problèmes considérables, et on vient de le voir encore à travers les décisions sur la question des transports, etc., etc. Elle serait vraiment la présidente de l'Île-de-France. Et elle tiendrait sur l'Île-de-France, sur les problèmes qui s'y posent de transport, de logement, d'emploi, etc., de modernisation, Dieu sait si. C'est le contre-projet de la droite. Elle tiendrait ça, là, effectivement, ça la ferait exister. Avec une petite difficulté qui est la date des futures élections régionales qui tomberont en 2021, soit moins d'un an avant l'élection présidentielle. Et si Valérie Pécresse a les ambitions qu'on lui prête, c'est-à-dire d'être une future candidate pour la droite à l'élection présidentielle, il y a juste un petit souci, c'est qu'auparavant, elle aura dû mener campagne à la tête de sa région pour dire réalisez-moi, j'ai réussi, j'ai fait tout ce travail-là, donc légitimement vous devez me reconduire, auquel cas elle est coincée parce qu'elle aura dit à ses électeurs je resterai pour mon deuxième mandat. Et si jamais elle dit non, en fait, électeur francilien, j'ai bien réussi, mais je ne vais pas y aller parce que j'ai un truc de mieux qui m'attend, l'Élysée, je ne pense pas que ça soit facile pour elle. Franchement, elle pourrait aller à la présidentielle. Enfin, je sais bien qu'il ne faut pas faire des prédictions quand elles concernent l'avenir, mais quand même, aujourd'hui... Elle en a cette ambition. Après qu'elle le puisse, c'est autre chose. Et vous pensez que Laurent Wauquiez serait mieux qu'elle à la présidentielle? J'en doute. Ça dépend de ce que vous C'est un autre débat. Pascal... Mieux fourni, mieux pourvu, mieux soutenu. C'est probable. Oui, c'est probable. Nous avons un internaute qui s'appelle Steve, je ne sais pas s'il veut prononcer à l'anglaise, qui dit « Ne pensez-vous pas que certaines différences sont surjouées de la part des deux camps, Pascal Perrineau ?» Oui, dans ce type de posture, bien sûr, on en fait un peu des tonnes, des deux côtés d'ailleurs, on les a vus tous les deux, ça ne fait pas dans la nuance et toujours dans la grande subtilité. Mais je crois que derrière l'affrontement, il y a aussi, je parlais tout à l'heure des deux conceptions de ce que c'est qu'une organisation politique aujourd'hui, ils ne parlent pas à la même cible. Laurent Wauquiez parle aux gens qui sont dans la salle. Les militants, les adhérents, le noyau dur des LR. Valérie Pécresse, elle parle aux électeurs. Et moi, je suis frappé depuis des semaines et des semaines. Je regarde attentivement toutes les données d'enquête, quel que soit le sujet, la perception des réformes de Macron, la perception du Premier ministre, des ministres, du Président de la République. Vous savez que systématiquement, derrière l'électorat qui se sent proche de la République En Marche, l'électorat qui est toujours en seconde position quant au soutien au nouveau pouvoir, c'est l'électorat proche des Républicains. Et donc, Valérie Pécresse, elle n'a pas oublié ça. Elle parle à ces électeurs-là. Oui, et aux électeurs, et ce que disait Philippe Meyer, peut-être aux médias, encore une fois. Laurent Wauquiez fait comme Mélenchon, il saute par-dessus les médias, ou même il parle contre les médias. Ce qu'on peut dire, c'est quand on a été, comme c'est mon cas, dans des réunions politiques, c'est qu'aujourd'hui, ils sont quand même moins bons orateurs. C'est-à-dire que ça se voit beaucoup, je trouve qu'ils ont un problème un petit peu de théâtralisation. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup qui jouent un rôle, et je trouve personnellement que c'est surjoué, mais sans doute parce que le théâtre n'est plus dans la salle, mais qu'il est sur les réseaux sociaux. Alors on va rester un petit peu avec vous, Lucille Schmitt, en abordant le deuxième sujet politique dans le territoire de Belfort comme de Val d'Oise. Vous l'avez vu ce week-end, les résultats des législatives partielles ont qualifié pour le second tour un candidat LR et un candidat majorité présidentielle, soit Modem dans un cas, soit La République En Marche dans l'autre. Ils ont surtout confirmé la désaffection des électeurs pour ce qui reste du Parti socialiste, au point de se demander, c'est d'ailleurs la question que nous posons sur Twitter, si le Parti socialiste est mort. Vous-même qui en avez été, est-ce que cette situation vous étonne, vous surprend, vous attriste aussi peut-être, et surtout, est-ce que vous croyez que le PS est définitivement mort avec ces résultats calamiteux ? Moi, je crois qu'il faut rappeler d'abord qu'une élection partielle, c'est 20 à 30% des électeurs qui se déplacent. Donc, les pourcentages sont terribles. C'est moins de 3% et puis autour de 7%. Alors que, par exemple, le Parti écologiste, il fait 6% quand le PS fait 7%. Donc, ça montre bien que... Que vous avez bien fait d'aller chez les écologistes. Non, ça montre pas du tout ça. Vous êtes plein d'humour. Ça montre tout simplement le fait que le Parti socialiste a vu ses électeurs s'évaporer, mais que ses électeurs attendent sans doute... Moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que le Parti socialiste est mort. Qu'en revanche, il fasse semblant que rien ne s'est passé et qu'il n'y ait pas de bilan par rapport à cette séquence où Emmanuel Macron, qui vient du Parti socialiste, moi je l'ai vécu dans ma ville, la moitié de la section socialiste est partie avec En Marche. Donc il faut voir ce qui se passe, c'est-à-dire que ville par ville, c'est des élections locales. Aujourd'hui, vous n'avez plus de troupes socialistes, la moitié est donc partie En Marche, l'autre moitié, je dirais il y a 10% qui est resté au Parti socialiste, l'autre attend.
Donc il y a une attitude d'attentisme, et puis il y a En Marche qui quand même a siphonné une partie de l'électorat socialiste, ça il faut le rappeler. Il y a la France Insoumise pour une autre partie, bon, donc il y a quelque chose de très éclaté à gauche, voilà ce que je dirais. Après, ce qui se prépare en termes de congrès et ce qui vient de se passer, on arrive quand même, ces élections arrivent une semaine après que les déclarations de candidature ont été faites, il y a 4 hommes qui sont en lice, il y a eu le feuilleton de Delphine Batho qui voulait déposer sa candidature et qui a dit qu'elle ne respecterait pas des règles du jeu qui ont été changées. Donc on a le sentiment que les règles du jeu au niveau national ne donnaient vraiment pas l'envie d'aller voter pour le Parti socialiste et qu'au niveau local, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut plus faire campagne avec un Parti socialiste qui est complètement miné. Donc se prononcer, je dirais que le Parti socialiste est mort, vive le socialisme. Moi je crois que la question sociale, la question socialiste reste très, très forte, mais comme l'a dit Pascal Perrineau, la question c'est où est-ce qu'on la traite, comment est-ce qu'on en débat, et peut-être que le vieux Parti socialiste est mort, oui. Et moi, ce qui me frappe, c'est que pour ce qui reste de la droite et de la gauche, parce que tout de même, le macronisme a mis beaucoup à mal ce biséculaire clivage, mais enfin, il y a de vieux restes. Il y a de vieux restes. Et la situation à gauche et à droite aujourd'hui est très différente. Regardez, à droite, dans ces élections partielles, avec ce qu'a dit Lucille Schmitt, 20 à 30% du corps électoral s'est prononcé. Donc ne faisons pas parler les 3/4 des électeurs qui sont restés chez eux. Mais à droite, on le voit bien, LR est très nettement devant le Front National. À gauche, la France Insoumise est très nettement devant le Parti Socialiste. Donc on voit que dans la gauche, pour l'instant, ou dans ce qui reste de la gauche, la fibre la plus protestataire est en position dominante, alors qu'à droite, c'est l'inverse. Après Marine Le Pen qui a fait tout de même 33%, ça n'était pas rien au second tour de l'élection présidentielle, vous avez un appareil républicain, du moins lorsque ce sont des candidats qui se présentent au nom de ce parti républicain, qui est sensiblement en tête par rapport au Front National. Donc la situation, il n'y a pas de parallélisme des formes. Philippe Meyer, vous qui avez commenté dans les années 80-90 les heures de gloire du Parti socialiste, quand vous étiez à l'Express ou au Point, vous avez le sentiment qu'il ne reste plus grand-chose de ce parti un peu triomphant de ces années-là, que quelque chose a changé, et peut-être notamment cette capacité à se réformer. Est-ce que ce n'est pas le problème principal du Parti socialiste qui n'a jamais fait son bas de Godesberg, comme on a l'habitude de le dire, mais qui le paye aujourd'hui? Je reprendrai ce qu'a dit Pascal Perrineau sous une autre forme. À un moment donné, je ne sais pas si c'est encore à l'ordre du jour, mais le Parti socialiste songeait, comme le Front National aujourd'hui, à changer de nom. Ouais. Le Parti des vieux restes serait pas mal. Le PVR. De manière plus sérieuse peut-être, ce parti a complètement négligé l'aspect militant, c'est-à-dire les gens qui sont au contact de la société et qui font remonter les expressions de cette société, positives, critiques, négatives, etc. C'est devenu un parti de professionnels de la politique, un parti dans lequel on entrait pour faire carrière, et à la fin, évidemment, ça se paye. Donc je ne vois pas comment le Parti socialiste, je ne dis pas qu'il ne puisse pas renaître, mais je ne vois pas comment il pourrait renaître en faisant l'économie de cet intérêt pour la société et de sa capacité à faire remonter des choses, surtout qu'en plus, les gens de la France Insoumise savent plutôt faire ça. Par ailleurs, je m'amuse des commentaires, c'est très mal, je reconnais, mais ça restera entre nous, mais je m'amuse des commentaires de Jean-Luc Mélenchon sur les résultats des élections partielles, parce qu'il dit, en montrant ses muscles considérables, maintenant on est troisième. Mais troisième, c'était très mal il y a encore quelques temps. Quand il était troisième ou quatrième, on lui avait volé ses voix. Et alors maintenant, on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que il a une capacité, son parti a une capacité à coaguler. Il faut dire aussi que les amis qu'on peut avoir à l'Assemblée, quel que soit leur parti, remarquent à quel point la France Insoumise existe à l'Assemblée alors que le reste n'existe pas. Et en plus, ils existent avec des gens nouveaux, plutôt jeunes en général, et qui ont un certain sens du théâtre, même si le texte est souvent moins bon que la mise en scène. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que le Parti socialiste, finalement, a été déserté par des militants, par des électeurs, mais ça reste un parti de cadre, et je vous propose d'en écouter un, justement, qui se positionne pour la campagne à la tête du PS, qui est Stéphane Le Foll, qui était ce matin sur RTL. Dans le débat politique aujourd'hui, vous avez les Républicains, ils ont désigné un candidat, dur, mais Laurent Wauquiez. Vous avez une République en marche, avec un président de la République et puis des personnalités. Vous avez Jean-Luc Mélenchon à la tête de la France Insoumise. Vous avez Benoît Hamon qui a créé son propre parti. Aujourd'hui, le Parti socialiste, pour reprendre une formule qui était celle de Kissinger, si j'appelle un numéro de téléphone, c'est qui? C'est quoi? Si
on ne se donne pas les moyens de se relever, les résultats qu'on a eus dimanche continueront. Karl Meeus, quels sont les moyens de se relever qui existent pour le Parti socialiste ? Il faudrait qu'il fasse comme Laurent Wauquiez. Alors je sais qu'il suffit de dire ça pour qu'il fasse l'inverse, en disant non, c'est pas possible et tout. Surtout si c'est vous qui le dites. Non, mais au fond, Laurent Wauquiez a récupéré un parti qui était totalement en miettes. Il y avait ce tremblement de terre et il essaye de le reconstruire. On ne dit pas qu'il va y arriver, on va voir en 2022, c'est ça l'objectif final. Mais en tout cas, sur les partiels, on voit que son parti n'est pas en si mauvais état que ça. Alors certes, il faut faire attention, le Val d'Oise, c'était l'ancienne circonscription de Houillon, donc une circonscription plutôt quand même assez un peu à droite. Et la circonscription de Belfort, là, c'était une circonscription qui basculait assez souvent, mais enfin, c'est quand même l'ancienne circonscription de Forny. Donc c'est quand même... historique. Forny, président de l'Assemblée nationale. Donc c'est pas rien de voir là un parti socialiste qui tombe à 2,6%. Et d'ailleurs, sur Twitter, 82% des gens pensent qu'effectivement le PS est mort au vu de ces résultats, pour abonder dans votre sens. Il faut attendre. On va voir, le congrès a lieu en avril, et il va y avoir un des 4 candidats qui va devenir le premier secrétaire. Donc ils vont devoir reconstruire, comme l'a dit Philippe Meyer. S'ils arrivent à retrouver, à réécouter la société, à retrouver un peu d'aura, d'écoute en tout cas, et une ligne, ils auront peut-être un chemin. Mais moi, ce que je retiens quand même aussi, alors là, je dévie, je suis désolé, c'est pas forcément sur le PS, mais ce qui est amusant, c'est qu'au lendemain de la présidentielle, on a dit c'est Marine Le Pen la première opposante, parce que c'était elle qui était au second tour. Non, le Front National, c'est pas ça. Après, on a dit non, mais le meilleur opposant, le premier opposant, c'est Mélenchon. Ouais, Mélenchon, il fait 11%. Et on a une situation où, en réalité, sur ces 2 partiels, et on verra parce qu'il y en aura d'autres, on a une opposition En Marche, LR, premier opposant. Donc, au fond, le premier opposant aujourd'hui à En Marche, et on le retrouve à l'Assemblée nationale parce que c'est le groupe le plus important avec 100 députés dans l'opposition, au Sénat parce qu'ils ont gardé le Sénat, et là, dans les partiels, parce qu'ils s'opposent à En Marche. Avant une question, je pense que c'est pour vous, Lucille Schmitt. Le PS est mort car il ne s'est pas imposé entre la ligne économique libérale de Macron et un socialisme plus radical que propose Jean-Luc Mélenchon. Les 2 lignes sont dominantes dans d'autres camps. Le PS n'arrive pas à se démarquer. Est-ce que c'est pas ça le problème, c'est d'être coincé entre ces 2 lignes-là? Moi, j'allais dire, je pense que le PS, enfin, le socialisme est quand même très présent. Il y a une attente par rapport à ça en termes de questions sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'Emmanuel Macron, il est coincé parce qu'il prend une posture très à droite et que, quelque part, d'ailleurs, ça alimente plutôt, vous venez de le dire, Karl Meeus, l'opposition à droite. Et donc, il y a une sorte de béance, une sorte de vide de contenu par rapport aux politiques sociales. Et incarné par Mélenchon, justement. Non, mais Mélenchon, effectivement, il interpelle, il est très présent au Parlement, il a d'excellents orateurs, et il y a du collectif autour de ces jeunes députés. Par ailleurs, sur le projet, on se demande ce qui se passerait s'il était au pouvoir. Et la force du Parti socialiste, ça a été d'exercer le pouvoir et d'incarner les politiques sociales au pouvoir. Donc moi, je pense que Macron ne peut pas avoir de politique sociale parce que sinon, sa posture de droite, elle tombe. Et donc, la question du Parti socialiste, c'est enfin de s'intéresser au contenu. Ce qu'on a vécu pendant des années, c'est à la fois, effectivement, le mépris pour les militants. D'ailleurs, Delphine Batho dit qu'elle va faire un congrès off, c'est-à-dire qu'elle ira à la rencontre des militants. Non, mais c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de faire un congrès off où on va voir les militants, tandis qu'il y aura un congrès institutionnel on. Et en même temps, cette question donc, du contenu et du projet prétexte, il faut que les socialistes l'affrontent, pas en étant aussi formalistes, mais en portant des vraies propositions choc. Et là-dessus, je tiens à dire une chose, c'est que les candidats au poste de premier secrétaire du Parti socialiste me semblent être étrangement... on ne voit pas quelles sont leurs propositions, on ne voit pas les différences entre eux. Et on ne voit pas de femmes surtout. Philippe Meyer. Elle peut aller voir les militants, mais comme les militants ne voient que le parti, elle ne verra rien du tout. Il faut qu'elle aille voir la société, mais la société, ça ne se fera pas comme ça. Je veux dire, il faut... quand même, on ne peut pas oublier que Macron a fait ça. On ne peut pas oublier ces autobus qui se sont baladés partout, tous ces gens pleins d'enthousiasme à l'idée d'aller à la rencontre de la réalité. Qu'est-ce que ça devient après? C'est un autre sujet d'analyse, mais c'est parce que la société a trouvé jugé qu'il y avait une expression possible de ses désirs à travers La République En Marche, qui ne s'appelait à l'époque que En Marche, c'est aussi pour ça qu'il s'est passé quelque chose. Delphine Batho, je crains aussi, vous allez dire que c'est une obsession chez moi, mais que tout ça s'adresse aux chaînes de télévision
et aux réseaux sociaux et pas du tout à la société. Beaucoup de militants sont retournés à la société. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a été dans un parti qu'on n'est plus dans la société. Et donc la question de ne plus être dans un parti politique, aujourd'hui, elle a été expérimentée par beaucoup de gens qui ont été déçus, comme on vient de le dire, par ces partis. C'est aussi ce que disait Pascal Perrineau, c'est les partis professionnels, c'est vraiment fini. Il faut qu'elle aille voir les militants qui n'en sont pas à jour de leur cotisation. Pour terminer, Pascal Perrineau, est-ce qu'on peut désigner un responsable de cette agonie du Parti socialiste? Est-ce que c'est lui-même, en l'occurrence ses dirigeants, que ce soit François Hollande ou Manuel Valls? Est-ce que c'est Macron? Est-ce que c'est même Mélenchon qui a aspiré? Qui est le responsable de ce délitement? Dans un premier temps, bien sûr, le quinquennat Hollande et François Hollande portent une responsabilité majeure. Ouais. Ensuite, le spectacle qu'a offert le Parti socialiste pendant 2 ans, d'une fronde qui est allée jusqu'à mettre en péril son propre gouvernement au sein du groupe parlementaire, avec les frondeurs, il y a eu là quelque chose, en effet, qui a peu à peu miné complètement le Parti socialiste et sa crédibilité. Et puis quand on veut se reconstruire, on est tout de même dans la Ve République, dans un système présidentiel, il faut de l'incarnation. Et il y a un déficit d'incarnation dans beaucoup d'organisations. Hein. Mais alors au Parti socialiste, c'est ce qui vous saute aux yeux tout de suite, un déficit d'incarnation majeur. Parce que le Parti socialiste, dans le passé, il a connu une situation aussi difficile. C'était en 1969. Souvenez-vous, la SFIO était à terre, il sortait de la présidentielle avec un score lamentable. Gaston Defferre était en dessous du score de Benoît Hamon, vous vous rendez compte. Et le Parti socialiste se reconstruit, mais il se reconstruit comment? Il se reconstruit autour d'une personnalité qui n'était pas socialiste, d'ailleurs, qui vient de l'extérieur, François Mitterrand. Il se reconstruit autour d'une écoute, et là Philippe Meyer a raison, d'une écoute de la société. Hein, tous ces jeunes militants, jeunes élus socialistes des années 70 en Bretagne, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans l'Est, dans le Midi, qui faisaient remonter vraiment les demandes de la société, et puis qui se reconstruit autour d'une stratégie qui a été à l'époque l'union de la gauche. Et avec des alliances. Voilà, avec des alliances. Tout ça n'existe plus. Je voudrais poser une question à Pascal, si on a le temps. Est-ce qu'on sait, dans les élections, on a tout à l'heure souligné la très faible participation, est-ce qu'on fait une différence selon le vote partisan? C'est-à-dire, en fait, est-ce que les gens qui votent pour la France insoumise sont plus nombreux à se mobiliser? Est-ce que ceux qui votent pour le Front National sont plus nombreux à se mobiliser dans des élections partielles de cette nature? Si vous voulez, l'abstention gigantesque des élections partielles, ça touche avant tout les catégories populaires, les petites classes moyennes, les gens en bas de l'échelle sociale. Donc on voit tout de suite la force politique qui est pénalisée par cette forte abstention, c'est le Front National. Ouais. Et la République En Marche ne fait pas un très bon score non plus. Non, mais quand même, le président, si je puis me permettre de parler aussi respectueusement, mais le président sauve son train arrière, parce qu'il est au 2e tour. Oui, bien sûr. Merci. On va passer au 3e sujet. Qui ouvre une école, ferme une prison, disait Victor Hugo. Vous vous en souvenez, bientôt peut-être, quand on ouvrira une école, on ouvrira aussi un commissariat. Sans aller jusque-là, la mairie de Nice a pris ce week-end une initiative inédite, imposer la présence d'un policier municipal dans des écoles maternelles lors de la prochaine rentrée de septembre, 2 ou 3 écoles maximum. Immédiatement, les micros, bien entendu, se sont tournés vers le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour savoir ce qu'il en pensait. On l'écoute, c'était hier sur France Info. J'ai demandé à ce que ce soit non armé. Et une des choses qui m'ont paru les plus intéressantes, c'est aussi la relation entre la police et les enfants. Parce que le policier non armé à l'intérieur de l'école, c'est quelqu'un qui, en fait, va être au quotidien avec les enfants et va en réalité s'intégrer dans leur vie. Et en uniforme de police municipale. Encore une fois, on va voir ce que ça donne. Hein. Si ça se trouve, dans un an, on fera le constat que ça n'était pas une bonne idée. Philippe Meyer, je vous pose la même question qu'aux internautes. Est-ce que c'était une bonne idée est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée? Non, je trouve que ce n'est pas une idée très intéressante. Ça va encore faire beaucoup de controverses de toutes sortes. Mais quand même, il y a un problème du rapport de la police avec la société. Ça fait des années, sous tous les gouvernements, qu'on explique qu'on va rétablir l'îlotage pour faire en sorte qu'il y ait une proximité de fait entre la police et la population, ce qui éviterait d'une part les violences contre la police qu'on constate dans pas mal d'endroits et ce qui permettrait aussi à la police de savoir où elle est, d'avoir une bonne connaissance du terrain qui lui permettrait de désarmer un certain nombre de conflits, d'incidents, de délits, etc., etc. Ça, oui, une politique de la police qu'on nous annoncerait pour un véritable rétablissement de l'îlotage, ça m'intéresserait. Mais par exemple, je prends Paris, puisque c'est là que nous sommes. À Paris, tous les jeunes policiers sont obligés de faire 4 ans à la sortie de leur école. La première chose qu'ils font, c'est de demander leur mutation. Pourquoi ? Parce que les conditions dans lesquelles ils sont logés
font qu'ils habitent à Creil ou en tout cas à 1 heure de métro, quand le métro marche, qu'il n'est pas inondé, du centre de la ville, et qu'ils n'ont absolument aucune espèce de moyen de s'attacher au quartier ni à la ville dans laquelle ils sont. Ce qui veut dire qu'au point de vue de la politique de logement, il faudrait leur donner une priorité, comme il faudrait d'ailleurs sans doute la donner aux puéricultrices et aux éducateurs de la petite enfance, afin de maintenir une variété qui permette de faire en sorte que des gens jeunes, mariés, pas mariés, puissent s'installer à Paris. Ça ressemblerait à une politique. Bon, là, on va mettre des policiers qui seront gentils, on les choisira sympathiques, on prendra, ils auront l'air paternel ou maternel, et voilà. Il n'en reste pas moins qu'il y a derrière ça un principe qui, évidemment, ne plaît pas à des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui ont été élevés avec l'idée que la police n'entre pas à l'université. L'université, autrefois, ça voulait dire l'ensemble de l'enseignement, depuis l'école primaire jusqu'à la faculté, qu'on appelle maintenant une université. Et ils ne sont pas armés, ils n'auront pas de matraque, ils auront tout ce que vous voulez, mais il y a là quelque chose que je ressens personnellement, mais c'est peut-être une question simplement de passé et de l'enseignement que j'ai reçu, mais il y a quelque chose qui ne me convient pas. Pascal Perrineau, dans toutes les études d'opinion, on a le sentiment qu'il y a toujours une fracture entre la police et la jeunesse. Ça ne date pas de ces dernières années, ça a toujours été le cas. Est-ce que ce genre d'initiative, parce qu'on voit bien que ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme, c'est pour habituer les enfants à voir dans les policiers autre chose que des grands gaillards qui risquent de leur taper dessus quand ils auront 18 ans, est-ce que ce n'est pas quand même un moyen justement d'habituer la jeunesse à voir dans les policiers autre chose qu'un ennemi potentiel? Cette perception de la police qui serait négative, elle est largement fausse. Elle est largement fausse. Vous allez voir demain dans les Échos, nous sortons la 9e vague du baromètre de confiance politique de Sciences Po, qu'il faudrait mieux appeler d'ailleurs le baromètre de défiance politique. Mais parmi les quelques institutions qui font l'objet d'une confiance, la défiance revient sans cesse, d'une confiance majoritaire et ultra-majoritaire, vous avez les hôpitaux, l'armée et la police. Alors, il est vrai que quand vous prenez les jeunes, 16-20 ans, le niveau est plus faible, mais c'est un niveau qui reste majoritaire. Donc ne transformons pas... Et c'est nouveau ça ou c'est... Non, ça fait plusieurs années que ça dure. Vous savez, il faut se méfier. La jeunesse, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des jeunesses, c'est comme pour les droites et pour les gauches d'ailleurs. Et ces jeunesses développent vis-à-vis d'institutions régaliennes comme la police des attitudes extrêmement différentes entre le jeune étudiant un peu libertaire qui en effet va trouver avant tout des défauts à la police plutôt que des qualités, et le jeune apprenti qui peut avoir un frère dans la gendarmerie ou brigadier de police. Les attitudes vis-à-vis de la police seront extrêmement différentes. Et puis, je crois qu'il faut relativiser cette affaire de Nice. D'abord, il s'agit d'une expérimentation. Pour l'instant, dans 3 écoles. Il ne s'agit pas de la police nationale, mais de la police municipale. Et puis, on le sait très bien, on est sur le terrain de Nice, qui est un terrain qui a connu en effet ce traumatisme. L'attentat sur la promenade des Anglais. Bien sûr, de l'attentat sur la promenade des Anglais. Pour enseigner assez souvent dans le sud de la France, la population niçoise, et même bien au-delà, l'agglomération niçoise, reste totalement traumatisée. Et on peut comprendre une réaction comme celle du maire de Nice, qui cherche, au travers de ce type de mesures aussi, à rassurer une population qui attend avec angoisse le prochain incident terroriste. Alors, il y a beaucoup de réactions sur les internautes. Le penseur sauvage dit, au lieu de mettre des policiers à l'école, qu'on donne les moyens aux enseignants de faire leur travail. Ça fait des années qu'on baisse les budgets tous les ans et maintenant on s'étonne que les classes deviennent ingérables. Nous avons aussi un autre message de Jean qui dit, la sécurité dans les écoles est l'affaire de tous. La présence d'un référent en la matière est une bonne chose pour pallier aux failles inhérentes à ce système et lui permettre de prospérer sans être la cible de malveillants. En même temps, les policiers, ça fait du travail un petit peu en moins de surveillance pour les enseignants, si on met des policiers dans les écoles, du Schmitt. Oui, Jean-Christophe Buisson. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est qu'il me semble qu'on n'a pas du tout réfléchi à quoi ça allait servir vraiment. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on vient de dire sur le lien social et le fait que finalement l'image de la police devrait être, dès la maternelle, être meilleure, et moi j'ai regardé le communiqué de la mairie de Nice qui dit « Attention, nos écoles sont la cible de Daesh ».
Il faut savoir ce qu'on raconte. Le sujet, c'est est-ce qu'on fait du lien social ou est-ce qu'on explique qu'il faudrait mettre des gens surarmés à l'intérieur des écoles, alors même qu'on assiste... la question, elle est réglée, ils ne seront pas armés. Je sais qu'ils ne seront pas armés, mais ça montre que la communication est à l'inverse de ce qui va se passer. Donc il y a une contradiction dans les termes, et on voit bien que dans cette histoire-là, par ailleurs, je suis d'accord avec ce que dit Pascal Perrineau, il y a une particularité de Nice, et de toute façon, il y a déjà des policiers... Il y a eu des vigiles, maintenant il y a des policiers devant les écoles. Donc il y a peut-être un peu une surabondance de policiers, et c'est quand même ça qu'il faudrait regarder. Le policier à l'intérieur, c'est pas comme le policier qui garde, et là il y a quelque chose pour lutter contre Daesh, ça je trouve que c'est tout à fait logique de mettre des policiers devant les écoles. Après, le policier à l'intérieur, je ne sais pas si vous l'avez vécu vous, mais chaque parent a vu, il y a eu des policiers qui viennent voir les enfants, on discute sur le rôle de la police, ça c'est un truc assez classique, et je trouve que c'est plutôt bien. De là à ce qu'il y ait un policier qui, comme l'a dit Philippe Meyer, sera peut-être le plus sympathique, mais peut-être aussi ne sera pas sympathique. Je veux dire, qu'il y ait une personne chargée, sans rôle défini, au milieu d'enseignants qui, eux, ont un problème de moyens très important. Moi, ce que je voulais dire, pour terminer, c'est que à la fois les policiers sont contre et les enseignants sont contre. Donc ça fait quand même beaucoup. Et ça montre bien que c'est peut-être une expérimentation qu'il fallait mener, mais en tout cas en la définissant un petit peu mieux, je pense. Et j'ajoute ce message de Laura, affecter un policier à une école peut rassurer, mais cela peut aussi alarmer les élèves. Pas de risque pour leur stress, leur concentration. La question est posée. Karl Meeus, je crois que ce projet avait été proposé à Najat Vallaud-Belkacem lorsqu'elle était ministre et qu'elle l'avait refusé. Oui, ce n'est peut-être pas un hasard si Jean-Michel Blanquer accepte. Oui, c'est possible. Non, mais il faut bien comprendre, et je crois que Lucille Schmitt a totalement raison de remettre le débat exactement là où il est. C'est-à-dire que cette proposition, elle est faite au lendemain des attentats pour lutter notamment contre le terrorisme. Alors, un policier non armé dans une école, il ne va pas lutter contre le terrorisme, parce qu'on a bien vu, les terroristes de Daesh, soit ils sont surarmés, soit ils veulent se faire exploser, auquel cas, il ne servira à rien. Le policier ne sera pas là pour surveiller les enfants. Il est là pour, au contraire, essayer de les protéger, mais il n'aura aucun moyen de les protéger. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont fait que Najat Vallaud-Belkacem a dit « mais non, c'est pas ça qui va servir ». D'autant plus là, pour le coup, à Nice, où, en plus des vigiles et de la police, il y a des caméras de surveillance qui jouent ce rôle. Oui, c'est une des villes les plus vidéosurveillées de France, je crois. Ça n'a pas abouti à grand-chose. Philippe Meyer, un dernier mot ? Non, simplement, la vidéosurveillance a sûrement des tas de qualité, mais enfin, elle n'a pas que. Et en tout cas, elle n'a pas servi à grand-chose au moment de l'attentat du 14 juillet. Dernier sujet, cette polémique née après que notre confrère Grégoire Leménager ait signalé sur Bibliops la présence dans le recueil des commémorations nationales 2018 de la République française, la présence du penseur royaliste très anti-républicain Charles Maurras, né il y a 150 ans en avril 1868, sous la pression des réseaux sociaux notamment, et principalement la ministre Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a finalement décidé de retirer le nom de Charles Maurras de ce livre et de le réimprimer donc sans son nom. Il me semble qu'il y a deux débats en un. Est-ce que commémorer signifie célébrer ? Auquel cas, effectivement, il me semble que Charles Maurras n'a pas grand-chose à faire dans un livre de la République française, étant donné ce qu'il en disait. Et ensuite, à quoi servent les commémorations nationales ? Alors Pascal Perrineau, vous qui connaissez très bien cette famille politique, vous avez publié un certain nombre de livres sur le sujet. Qu'est-ce que vous auriez fait d'ailleurs si vous aviez été membre du Haut Comité des commémorations nationales ? Est-ce que vous auriez laissé le nom de Charles Maurras qui a, au-delà de sa verve outrancière antisémite, a aussi une œuvre considérable qui a influencé un certain nombre d'écrivains, de penseurs au XXe siècle. Tout petit point d'histoire sur ce Haut Comité des commémorations nationales. C'est Maurice Druon qui l'a créé en 1974, qui était ministre de la Culture, et qui voulait en effet que chaque année, un haut comité représentant la pluralité du monde intellectuel lui présente toute une série, en effet, de célébrations. D'événements ou de personnalités. De célébrations à tenir. Et puis, les choses évoluant, chaque année, on a eu une évolution. On est passé de la célébration à la commémoration, et c'est venu au travers d'un débat qu'a porté Jean-Noël Jeannet, qui est toujours membre de ce haut comité, et qui disait, voilà, il faut distinguer la célébration de la commémoration. On peut commémorer un événement tragique. On peut commémorer un homme ou une femme qui a des zones d'ombre, mais qui a joué dans son secteur culturel, politique, un rôle important. De manière claire, Charles Maurras, dans son domaine, à la fois sur le terrain de la philosophie politique, sur le terrain de l'action politique, a joué un rôle important. Ça n'empêche pas, en effet, que cet homme ait eu, en effet, de nombreuses faces d'ombre, et en particulier qu'il ait tenu des propos d'antisémites. Mais je voudrais aller un peu plus loin.
En effet, vous savez que Charles Maurras a été l'auteur de cette phrase terrible vis-à-vis de Léon Blum, en disant que Léon Blum était un homme à fusiller, mais à fusiller dans le dos. Et je reprenais la liste des commémorations, avant qu'on puisse en parler. Et je regardais en 2014, ce haut comité, dans l'approbation la plus totale, a proposé en effet que l'on commémore le cinquantenaire de la mort de Maurice Thorez. Eh bien, Maurice Thorez avait un point commun avec Charles Maurras, c'est des propos ignobles tenus sur Blum. Il parlait en effet, à propos de Blum, d'un homme qui avait des sifflements de reptiles et des longues mains crochues. Vous voyez, on n'était pas très loin de l'antisémitisme dont était le vecteur, dont Charles Maurras était le vecteur. Donc vous voyez, 2 poids, 2 mesures. Et s'il n'est jamais bon, quand on commémore, qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Philippe Meyer. D'abord, c'est un ouvrage, cet ouvrage des commémorations nationales, qui est extrêmement intéressant. Tous les domaines y sont, la science, la société, la littérature, etc. Ensuite, ça me semble avoir clairement pour fonction, après la distinction que Jean-Noël Jeannet a opérée et que Pascal vient de rappeler, ça a pour fonction de nous donner un peu de connaissances historiques qui souvent font défaut, et pour avoir été au jury de l'ENA, je peux dire qu'ils font défaut jusque dans les couches les plus élevées de la société. Bien heureux d'ailleurs quand on tombe sur des gens qui ne regardent pas l'histoire dans ces milieux-là avec condescendance, d'ailleurs on ne va pas perdre de temps à s'occuper des mérovingiens. Donc ça, c'est très... Et c'est souvent très très bien fait, les articles sont demandés à des spécialistes, et on y découvre des choses, soit dans les domaines qu'on croit connaître, soit dans les domaines dont on sait qu'on n'est pas très connaisseur, et c'est extrêmement intéressant. Ensuite, à partir de là, d'abord, ça s'était déjà fait, cette reculade. Ça s'était fait à propos de Marcel Aimé, dont on avait retiré l'affiche sous le ministère, sauf erreur de ma part, de M. Donnedieu de Vabre. Et ça s'était fait ensuite sous le ministère de Frédéric Mitterrand à propos de Céline. Alors, ou bien on considère que Céline n'a pas existé, ou bien on considère, en plus Marcel Aimé, c'était absurde, c'est une injustice absolument criante et d'un sectarisme absolument effrayant. Mais, ou bien on décide qu'on va nettoyer l'histoire, comme l'ont fait un certain nombre de tyrans qui enlevaient sur les photos les gens qui leur avaient déplu après avoir été leurs collaborateurs les plus proches. Notamment. Bon, par exemple. Si on accepte ça, alors on accepte d'être décervelé, littéralement. Ou bien on se souvient de Charles Maurras, ce qui ne veut pas dire qu'on a de l'affection pour lui, ni même de l'estime, mais on ne peut pas nier, vous l'avez dit tous les deux l'un et l'autre, qu'il ait eu une considérable importance dans la vie politique de son temps. Il faut voir ce que représentait l'Action française et ce que représentaient des gens comme les Camelots du Roi, etc., etc. Donc, on ne peut pas ignorer ça, pas plus qu'on ne peut ignorer le communisme, pas plus qu'on ne peut ignorer la démocratie chrétienne, pas plus. Bref, ou bien nous avons vis-à-vis de l'histoire l'attitude de gens qui veulent la connaître pour en apprendre quelque chose, ou bien ce sont les réseaux sociaux qui font l'histoire, et dans ce cas-là, il va rester que des gens bien. Sauf que les gens bien, c'est jamais les mêmes pour tout le monde, donc il restera personne. C'est d'ailleurs un peu le sens de la chronique, de la tribune de Jean-Noël Jeannet et Pascal Horry qui se défendent cet après-midi dans Le Monde en expliquant pourquoi eux, ils ont validé cette commémoration de Charles Maurras, et ils ont été un peu rattrapés par cette pression des réseaux sociaux du week-end qui souvent parlent sans forcément connaître Lucien. La soumission volontaire, la servitude volontaire à l'égard des réseaux sociaux, c'est une chose inadmissible. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est aussi le processus, la manière dont les choses se passent. C'est-à-dire que, vous venez de le dire, c'est un de vos confrères qui découvre les choses, mais qui découvre les choses hors contexte et sans qu'on ait... On vient d'avoir une discussion sur à quoi sert cette institution et à quoi sert la commémoration. Après, il y aurait sans doute besoin de pouvoir expliquer sur les réseaux sociaux, mais je ne crois pas que ça puisse se faire sur Twitter, à quoi sert une commémoration. Et par ailleurs, d'ailleurs, je reste perplexe par rapport à ce à quoi ça sert de l'avoir identifié. Et je crois que personne ne comprend très bien ce qu'on entend par là. Comment est-ce qu'on commémorerait le 150e anniversaire de Maurras? Donc la question, c'est ça, à la fois. Et puis il y a un deuxième truc sur la réécriture de l'histoire, c'est-à-dire c'est au fond nier toute la période des années 30 sur l'antiparlementarisme français, qui est quelque chose de fondamental par rapport à l'histoire de notre pays, évidemment à ce qui s'est passé ensuite au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que si on était au ministère de l'Éducation nationale, le fait de ne pas parler de Maurras, par exemple, serait un vrai sujet. Il faut parler de Maurras. Et donc on voit bien qu'on est dans un moment extrêmement segmenté, on n'a pas le droit de commémorer sur Maurras, mais il faut en parler à l'école. Et comment est-ce qu'on fait ensuite pour avoir des citoyens qui ont toute bonne foi, exercent l'ensemble des devoirs et des droits qui sont les leurs. Je pense Karl Meus, un petit commentaire pour terminer.
terminer, je trouve formidable, c'est l'argumentation de la ministre qui explique que donc on enlève Charles Maurras pour éviter les malentendus qui sont de nature à diviser la société française. Lever l'ambiguïté, oui. Les malentendus. Donc je pense qu'à ce rythme-là, on ne va pas commémorer mai 68 non plus, parce que s'il s'agit de pas diviser la société française, dans la liste, il ne va plus rester grand nombre. Je serais navré qu'on ne commémore pas mai 68, alors parce que vraiment j'avais 20 ans, j'étais en sociologie à Nanterre, sinon que moi je pense que je devrais avoir une pension du gouvernement et la promesse de finir au musée de l'Homme dans une vitrine. Mon petit doigt me dit que ça fera l'objet d'un débat, mai 68, d'ici les 3 mois qui viennent. C'en est terminé pour aujourd'hui, pour ce point de vue. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Demain, vous retrouvez la délicieuse Marie-Amélie Lombard pour présenter Point de vue. À bientôt.